Bonsoir, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre. Je vais laisser dans un premier temps Dani Benfélix nous parler de cet événement Africa is the Future. Donc je te laisse le micro. Merci, je serai bref parce que j'aime pas trop parler au micro. Mais du coup, voilà, je suis Dani, médiateur culturel à Point Culture Bruxelles, qui est à l'initiative de Africa is the Future. C'est la 13e édition cette année. Et d'abord, je remercie tous les partenaires, les Beaux-Arts, le Cinéma Nova, la Bellone et le Goethe Institute pour pouvoir participer au projet, ainsi que toutes les associations qui ont collaboré, les personnes qui ont collaboré à la programmation. Africa is the Future se veut une programmation pluridisciplinaire qui parle des contemporanéités africaines et de l'avenir de l'Afrique. L'intention, c'était de pouvoir casser un peu les clichés qu'on a sur l'Afrique et sur les Africains et montrer qu'en Afrique, on fait quelque chose qui regarde vers l'avenir et que l'Afrique, ce n'est pas ce continent que toujours on demande, mais qui est peut-être aussi un exemple. Voilà, c'est une programmation qui a lieu sur 3 jours, sur 4 lieux différents. Donc, ça démarre ici à la Bellone. Merci de nous accueillir. Après, en soirée, on se déplace au Cinéma Nova. Et demain aussi, en après-midi, on sera au Point Culture et on sera aux Beaux-Arts. Et les samedis, toute la journée au Point Culture et on sera en clôture au Cinéma Nova. Qu'est-ce qu'il y a dans cette programmation? On parle d'afrofuturisme, on parle de luttes féministes, on parle d'identité métissée, on parle de musique hybride. Voilà, il y a plein de choses que je ne peux pas vous raconter là dans 3 mots. Je vous invite à prendre déjà la petite brochure qui est là avec voilà, un petit résumé de la programmation. Sinon, allez visiter le site de Point Culture Bruxelles. Voilà. Merci d'être là et bienvenue. Voilà. Bonsoir, je crois que tu as tout dit. Non, je vais remercier voilà, Elsa Dorlin, Gia et le collectif Mawanenke d'avoir accepté l'invitation. Et voilà, merci d'être là. Rajouter une petite chose, donc si nous utilisons des micros, c'est parce que la session et tout le débat vont être enregistrés et seront disponibles ultérieurement sur notre site. Et il y a également des captations qui seront disponibles sur le site du Point Culture, c'est bien ça? Oui, sur la chaîne YouTube de Point Culture Bruxelles. Je voulais également ajouter, donc on était très contents en effet de vous accueillir aujourd'hui et que nous retrouverons Elsa Dorlin et Gia Brassard en septembre pour l'événement que nous organisons qui s'appelle 3 Days for Ideas et qui sera un événement qui rassemblera des personnes du monde artistique, des théoriciens, mais également des militants et des activistes. Et l'idée, c'est de travailler sur les savoirs de tous et de les mettre en commun. Le site 3daysforideas.be va être disponible dès le 15 juin. Donc, je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par notre programmation de septembre. Je vais rajouter juste une dernière petite chose, c'est que la Bellone est membre de United Stages, qui est donc qui rassemble des membres du monde culturel en soutien à des actions concrètes en faveur des migrants et des réfugiés. Voilà, l'urne se trouve à côté de Valérie. Si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Voilà, maintenant Oui. Une dernière chose, voilà, qu'après, à 19h30, il y a les drinks d'ouverture de la programmation. Il y aura aussi une table d'hôtes, si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je veux vous présenter Charlene Taylor-Stone, qui est ici présente, et qui fait la conférence ce soir au Nova, Women in Afrofuturism, Black Women in Afrofuturism. Donc voilà, vous pouvez aussi venir voir tout ça au Nova après le drink, et on en aura besoin parce qu'il fait très chaud. Voilà, merci beaucoup. Parfait, maintenant on vous laisse la parole. Voilà. Bonjour, cher public. Merci d'être présent avec ce soleil et le nombre d'activités. Domination et nécessité féministe, on a choisi cet axe d'approche aujourd'hui avec Elsa Dorlin et les représentantes du collectif Mwanamke, le collectif afroféministe belge, pour d'abord partager la parole autour des mémoires et des pratiques de résistance féministe contre les systèmes de domination actuels et aussi créer avec vous un espace de dialogue pour mettre en lumière l'importance des convergences des luttes, l'importance d'une mutualisation des luttes. Alors je vais présenter brièvement Elsa Dorlin,
qui est professeure de philosophie politique et sociale au département de sciences politiques de Paris 8. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et dont l'œuvre magistrale, son dernier livre, Se défendre, une philosophie de la violence, est un livre que je conseille vivement à voir près du chevet, puisqu'il retrace vraiment différentes pratiques de résistance depuis presque 1991 avec la mort symbolique de Rodney King aux États-Unis, et puis aujourd'hui comment les pratiques féministes et queer peuvent se déployer. Tulitu est présent ici derrière et vend quelques ouvrages, donc ceux d'Elsa Dorlin. Et ici, on est à côté Ivoire de Rosen et Nadine Sanchez du collectif Wanamke. Elles se présenteront un peu plus tard. Je pense que sans transition, on va donner la parole à Elsa Dorlin pour parler d'abord des systèmes de domination actuels et comment cette violence sur les corps, sur les psychiques, sont toujours d'actualité aujourd'hui en 2018. Merci. Merci beaucoup et merci à Dany Ben Félix pour son invitation et pour cette programmation, et puis à la Bellone, et merci, je suis très heureuse d'être là avec vous. En fait, sur tout le travail et la recherche qui ont donné lieu au livre, c'est vrai que je suis partie d'une généalogie en prenant comme point de départ en fait l'idée de travailler sur les mécanismes de la domination, mais vraiment en se positionnant depuis, en décentrant en fait mon point de vue et en appréhendant ces systèmes de domination à partir des colonies et de l'esclavage, et donc en appréhendant y compris l'institutionnalisation de cette domination depuis une perspective impériale. Donc ne pas m'en tenir par exemple à une analyse de la modernité qui ne comprendrait pas en fait l'État empire. Et à partir de là, j'ai travaillé surtout sur les modalités, sur les types, les technologies de pouvoir en fait qui se sont exercées à partir de la période esclavagiste, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est une sorte de ligne de fracture entre des corps qui étaient défendus, qui étaient protégés par l'État, dont l'État d'ailleurs favorisait pour une part les conditions d'existence, et y compris les existences sociales, politiques, etc., et qui pouvaient et dont l'État assurait également la sécurité. Et ces corps qui étaient dignes d'être défendus étaient en même temps considérés comme des corps toujours légitimes à se défendre, c'est-à-dire toujours légitimes à utiliser la violence pour assurer leurs conditions de survie, mais aussi protéger leurs propriétés privées, etc. Et puis, de l'autre côté de cette ligne, il y a précisément les corps qui, eux, ont été considérés comme indignes d'être défendus, et donc ont été finalement, dans une certaine mesure, définis comme des corps violentables. Et des corps violentables sans qu'il soit aucunement raison de le justifier, par exemple, pour une raison ou pour une autre. Et donc c'est ce que j'ai appelé en fait des corps qui sont laissés sans défense. Donc on ne défend pas, et non seulement qu'on ne défend pas, mais aussi à qui on va interdire d'accéder à l'ensemble des ressources pour se défendre. Donc par exemple, sur le cas des esclaves, ça peut être évidemment l'interdiction pour les esclaves de porter une arme, mais bien plus large que ça. C'est toute l'idée selon laquelle même un outil de travail peut être considéré comme une arme. Et donc, par exemple, dans le code noir en France, comme dans le code noir espagnol, plus vous êtes noir de peau et plus l'outil de travail vous est interdit. Et on va créer une sorte de classe intermédiaire de métis à qui on va donner le privilège d'avoir une machette avec une lame un peu plus grande. Ça veut dire aussi que quand vous coupez la canne à la main, évidemment, les blessures, vous savez, la canne, c'est impossible de la couper à la main sans se blesser au sang. Et donc, en fait, c'est l'idée d'exposer des corps comme ça, non seulement, en fait, au risque de mort, mais aussi de les désarmer complètement, de les laisser sans défendre. Et ces corps-là, à qui il ne reste plus que finalement des tactiques d'autodéfense, ce que j'ai justement considéré comme de l'autodéfense, et des tactiques d'autodéfense qui n'ont pour seul lien commun que vous n'avez pas d'autre choix que de défendre votre vie. Et donc c'est vraiment très important de définir l'autodéfense comme cette idée de nécessité
vitale en fait. Et donc toutes les questions, est-ce que c'est légitime, illégitime de passer à la violence, etc. Tout ça, c'est des questions de salon en fait. Il y a des gens qui à un moment donné n'ont même pas le temps de se poser cette question. Il faut juste qu'ils lèvent un bras pour se défendre, pour sauver leur vie, pour sauver leur famille, pour sauver leur peau. Et à partir de là, si vous voulez, l'ensemble du dispositif va considérer que ça, ces gestes d'autodéfense, c'est de l'ultra-violence, c'est illégitime et qu'il faut réprimer de la façon la plus brutale cette autodéfense qui est tout simplement l'idée que vous êtes dans une dynamique de survie. Et on va considérer que la violence qui s'abat sur vous, c'est une violence légitime puisqu'elle vient rétablir l'ordre, elle vient rétablir l'état de droit, mais le droit de qui ? Évidemment, de quoi, on ne sait pas, enfin on sait très bien. Et que, en fait, du coup, la violence de l'État est complètement, ou des institutions d'ailleurs répressives, pas seulement l'État, mais l'institution plantocratique, etc. Elle vient se voiler dans une forme de légitimation de son action en disant c'est juste une violence réactive pour rétablir la sécurité, pour rétablir l'ordre. Et à partir du moment où était posé ça, et dans le système esclavagiste, et puis effectivement avec toute la législation qui va suivre dans l'ensemble des territoires colonisés, en fait, il était possible de faire une généalogie et d'aller tracer, en fait, d'aller voir que c'était cette condition de corps violentable, de corps tuable qu'on laisse sans défense et à qui on interdit, en fait, d'accéder à toute forme de vie, y compris d'actes de survie. Elle a été évidemment caractéristique également de l'ensemble du dispositif antisémite et du régime nazi, puisque je me suis beaucoup intéressée à l'insurrection du ghetto de Varsovie et aux pratiques d'autodéfense dans la communauté juive contre les pogroms en Russie et qui va donner des ressources en fait dans le ghetto de Varsovie, alors même que là il n'est plus question de sauver sa peau, mais qu'il est juste question à travers un acte d'autodéfense dont on sait qu'il de toute façon il sera désespéré, de faire survivre quelque chose qui est de l'ordre de la vie comme lutte et d'une certaine éthique. Et donc, en fait, à partir de l'ensemble de ces systèmes racistes, et on peut reprendre également, enfin, il y a des sortes d'échos, en fait, qui sont, parce que, enfin, c'est très intéressant de voir dans le sud des États-Unis, au moment de la lutte contre le lynchage, et en plein mouvement pour les droits civiques, un des grands représentants du mouvement noir aux États-Unis, qui s'appelle Robert Williams, qui est membre du Parti communiste, qui est africain-américain, qui se bat dans le Sud contre les lynchages et donc les assassinats d'hommes, d'enfants en masse dans le Sud, et qui se bat contre les milices fascistes. Et ben pour Robert Williams, par exemple, évidemment, sa référence historique, c'est la lutte des esclaves, mais c'est aussi les insurgés du ghetto de Varsovie. Et donc il le dit lui-même dans ses textes, en fait, il y a une sorte de communion de ces luttes d'autodéfense qui ont été fondamentales. Et de la même façon que dans les années 70, et le mouvement, par exemple, queer, mais aussi une partie des mouvements féministes, même bien avant les années 70, puisque une partie dans le mouvement féministe, l'autodéfense, par exemple, elle a été justement portée par les femmes africaines-américaines. Mais dans les années 70 ou 80, dans le mouvement queer, justement, la référence, c'est le Black Panther Party. Et c'est de créer, contre les crimes homophobes, par exemple, lesbophobes, des groupes d'autodéfense. Parce qu'en fait, encore une fois, il s'agit de dire que le constat de la domination, c'est l'idée qu'il y a des individus qui sont exposés au risque maximal de mort sociale ou mort violente, agression, etc., quand d'autres corps et individus sont protégés. Et ces corps et ces individus, on leur réserve une vie bonne, alors que d'autres, on leur rend la vie, à proprement parler, invivable. Justement, ces perceptions socialement construites depuis l'époque de l'esclavage, quelles sont les répercussions aujourd'hui de ces violences sur nos vies? Et donc ça, c'était une première question. Mais aussi, voilà, quelles sont les pratiques de résistance qui pourraient être déployées aujourd'hui? Tu fais référence dans ton livre à ce patriarcat, ce privilège mâle blanc aussi, pour dire, mais voilà, il y a aussi ce plafond de privilégiés blancs, quoi, quelque part, qui empêche l'autonomie et le bien-être de ces corps, de ces corps des minorités. L'individu toujours présumé coupable, on parle une peau coupable, en fait.
Alors, à la fois sur l'actualité de cette distinction entre des vies dignes d'être défendues et puis d'autres vies que l'on expose à la violence et qu'on rend justement indéfendables. L'idée, c'est que c'était moi ce qui m'a intéressé, c'est de faire un travail généalogique et de faire un pas, de pas me mettre sur l'actualité. Et en même temps, l'actualité résonnait, mais avec avec un écho qui était assourdissant. Donc évidemment que j'avais en ligne de mire l'actualité. Quand je prends le cas le plus récent, c'est à la fois Rodney King en 91, mais c'est aussi l'assassinat de Trayvon Martin en 2012 en Floride. Et c'était aussi, je veux dire, dans un contexte, par exemple, français, enfin en France, au même moment où j'achevais le livre, en fait, il y avait l'assassinat de Adama Traoré par la gendarmerie, qui a été, lors d'une interpellation, pour eux, aucun délit notoire, en fait, étouffé par 5 gendarmes, alors même qu'il demandait de l'aide et qu'il demandait à être amené à l'hôpital et qu'il était en souffrance respiratoire, et que les gendarmes, plutôt que de l'amener à l'hôpital, c'est-à-dire que plutôt que de répondre à un devoir élémentaire qui est celui d'assister une personne en danger, ont préféré le menotter et le laisser mourir dans la cour de la gendarmerie, et de dire à sa famille que tout allait bien et d'annoncer sa mort à sa famille 18 heures après. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement, d'une violence qui est absolue, c'est-à-dire quand vous êtes noir, quand vous êtes un jeune homme noir en France, par exemple, il faut savoir que vous êtes exposé à mourir quand vous êtes face à la police. C'est quelque chose, c'est une expérience qui est constitutive de la condition d'existence des hommes noirs, du fait d'un État raciste. Et ça signifie aussi que pour cette expérience, elle est incommensurable. Et ça me fait toujours penser à cette citation tellement forte de Audre Lorde, Audre Lorde est une poétesse lesbienne, féministe, caribéenne, et qui a été une grande figure du féminisme africain-américain. Et Audre Lorde a 2 enfants, elle a une fille et un fils, et elle a beaucoup écrit sur son fils, et elle a y compris des lettres à son fils, et elle s'est beaucoup adressée aux féministes blanches, en considérant qu'il fallait prendre en considération qu'on pouvait lutter ensemble, qu'il fallait lutter ensemble, mais que ce qu'il fallait prendre en considération, c'était le fait que même si on lutte contre le même dispositif de pouvoir, contre le même ennemi principal, l'idée c'est que l'expérience que nous faisons de la domination est-elle différente. L'expérience vécue que nous avons de la domination est différente selon qu'on est noir ou blanche, hétérosexuel ou homosexuel, etc. Vieille, jeune, valide, invalide. Enfin, je veux dire, il y a une incommensurabilité de ces expériences vécues. Mais ça n'empêche pas de lutter, c'est au contraire de ça qu'il faut faire une force. Et ce que dit Audre Lorde quand elle s'adresse aux féministes blanches, elle dit « Vous, quand vous pensez à votre fils, vous vous inquiétez de savoir quel métier il va avoir, est-ce qu'il va réussir son diplôme et est-ce qu'il trouvera un travail après son diplôme. Moi, quand je pense à mon fils et que je m'inquiète tous les jours de savoir s'il pourra rentrer sain et sauf à la maison parce que j'ai peur qu'il se fasse tuer par la police. » C'est ça la différence radicale entre une expérience d'une femme noire aux États-Unis et d'une femme blanche. Et ça joue sur le féminisme de façon fondamentale. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez à la fois la situation dans les quartiers populaires, la situation du racisme institutionnalisé sur n'importe quel contrôle aux faciès, que ce soit par les agents du train ou les agents de police ou les gendarmes, la situation, elle est dans une exposition crasse au risque de mourir face à des forces de l'ordre qui sont censées assurer la sécurité de tous. Ce n'est pas le cas. Mais quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui sur les ZAD en France, on est aussi dans un processus qui va englober des personnes qui, auparavant, étaient peut-être moins exposées à cette violence et qui, aujourd'hui, du fait de la volonté de défendre une certaine forme de vie, eh bien, on va leur faire subir une répression qui, auparavant, était quasiment exclusivement destinée aux populations racialisées. Et ça, c'est une réflexion qui aujourd'hui est extrêmement partagée, par exemple en théorie critique, que peut formuler par exemple un intellectuel comme Achille Mbembe quand il parle du devenir nègre du monde. C'est-à-dire, c'est l'idée que
plus personne n'est protégé. Aujourd'hui, on peut dire, voilà, c'est pas à moi que ça va arriver. En fait, il se trouve qu'il y a un processus englobant répressif qui va progressivement ne plus laisser plus grand monde à l'abri. Justement, en parlant des violences policières, le cas de la députée brésilienne Marielle Franco, c'est ça, elle a été assassinée parce que quand on s'attaque à la police, et on le voit en France, en Belgique, au Brésil ou ailleurs, c'est le pilier, on le voit aussi dans le milieu des militants ici, c'est le pilier auquel on ne peut pas s'attaquer et au risque de perdre sa vie. Et Marielle Franco est un des exemples, mais on a d'autres cas ici à Bruxelles, dont un très récemment que j'aborderai un peu plus tard. Merci Elsa pour cette première escale. On va donner la parole maintenant à Nadine et Ivoire, justement en parlant des systèmes de domination. Vous, en tant que collectif afroféministe belge Mwanamke, dans vos vécus, en tant que jeune femme noire, quelles ont été les entraves auxquelles vous avez été confrontées dans les différents projets que vous avez menés? Je pensais entre autres à Ethno Fashion Tendance, mais à d'autres situations. Voilà, je vous laisse la parole. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation et cette initiative. Alors, il y a une double question. Tout d'abord, on va vous présenter notre collectif, donc Mwanamke, qu'on a fondé en 2015. Vous présentez un petit peu nos mobilisations, nos objectifs et qu'est-ce qui explique sa raison d'être ici en Belgique. Et puis dans un deuxième temps, je pourrais aborder la question dans ma trajectoire de femme noire et peut-être de manière globale dans mes différentes casquettes professionnelles. Donc je vais d'abord céder la parole à Nadine, qui est membre du collectif depuis sa fondation. Elle va vous expliquer un petit peu en quoi est-ce que notre collectif consiste. Bonjour. Désolée, j'ai pas beaucoup de voix, je suis malade. Bon, notre collectif s'appelle Mwanamke et en fait c'est un collectif composé de femmes afrodescendantes, donc on est non mixte et en fait notre vision du afroféminisme est en fait un afroféminisme qui est décolonial et intersectionnel, ça veut dire qu'on défend et combat en fait que ce soit les discriminations et prend parole pour les femmes dans les luttes quotidiennes face à leurs oppressions, c'est-à-dire que ce soit par rapport à leur sexe, orientation sexuelle ou tout ce que vous imaginez. Et aussi intersectionnel parce que nous prenons en compte en fait que les oppressions auxquelles les femmes noires doivent faire face viennent de différents fronts et en fait il s'agit de prendre en compte ces différences et de les inclure en fait dans notre vision de l'afroféminisme. Et on combat aussi l'idée que le féminisme serait un mouvement colonial, qu'elle n'est pas inhérente à l'Afrique, alors que nous avons des figures féministes précoloniales qui prouvent que les femmes ont toujours eu une place importante dans les luttes majeures, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora en fait. Et afin de faire parvenir nos messages, nos histoires et de les partager avec les personnes, nous organisons comme par exemple des espaces de discussion, des fois mixtes, des fois non mixtes, où les gens peuvent se rassembler, discuter de problèmes spécifiques en fait qui sont propres aux femmes noires, femmes africaines, femmes afrodescendantes, et en même temps nous essayons d'aborder des tabous spécifiques à notre communauté parce que souvent elles sont mises en silence, et donc on veut donner un espace ouvert où les femmes peuvent venir discuter, parler, se sentir libres sans avoir ce rapport de domination en fait. Voilà, merci. Voilà, Nadine a déjà dit énormément. Effectivement, moi personnellement, je suis la fondatrice du collectif et on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de créer vraiment nos propres espaces
parce que en fait on vivait différentes formes d'oppression, comme Nadine l'a dit, de part et d'autre. Donc il faut savoir que au sein des mouvements antiracistes ou panafricains, on vivait le machisme et le patriarcat de nos frères, et donc la difficulté de pouvoir pointer du doigt certaines problématiques qui nous concernaient en tant que femmes noires. Et d'autre part, on vivait une forme d'oppression aussi au sein du féminisme mainstream qu'on peut résumer au féminisme blanc, dans le sens où des problématiques qui nous concernaient en tant que femmes afrodescendantes ne faisaient pas partie de leur agenda ou n'étaient pas abordées. Et donc, face à ces doubles violences, on a vraiment eu cette volonté de créer notre propre espace où on n'avait pas le besoin de se justifier, de se sentir légitime ou pas, puisque nous estimions que nous étions les meilleurs concernés et les plus à même en fait de saisir les armes de notre autodétermination, de nos émancipations multiples et diverses. Et donc dans ce sens-là qu'on a constitué notre collectif. Alors on a plusieurs terrains d'action. Faut savoir que effectivement on a un volet, on milite, on manifeste, on prend part à des mobilisations, on organise aussi des forums, des séminaires, et puis aussi on est très en contact avec les autres collectifs afroféministes d'Europe, où on essaye vraiment de travailler à échelle européenne pour aussi créer un agenda afroféministe, avec un calendrier européen. Il faut savoir que quand on parle d'afroféminisme, parce que c'est vrai que cette année, on en a entendu énormément parler, à peu près depuis 2017, c'est un mouvement, un courant qui s'inscrit dans des luttes d'antiracisme politique. Et il faut savoir qu'on parle de combattre des oppressions et des discriminations qui sont multiples et variées. C'est pas simplement le fait d'être femme ou d'être assignée comme femme et d'être noire. C'est bien plus large, puisque quand on parle d'afroféminisme et de toute sa dimension intersectionnelle, c'est de pouvoir aussi combattre les oppressions liées à l'orientation sexuelle, mais aussi c'est toute une réflexion sur la classe, les oppressions, comment est-ce que les différentes dynamiques de domination vont s'imbriquer, et une réflexion aussi sur le rapport au corps. Elsa l'a mentionné, il faut savoir que les corps des femmes noires cristallisent toute une série de tensions et d'oppressions qui sont spécifiques, et donc à travers notre démarche, c'est aussi sur ces enjeux-là qu'on réfléchit énormément, puisque au travers de l'histoire, les corps des femmes noires ont été chosifiés, hypersexualisés, fétichisés, et aujourd'hui on retrouve en fait toutes les conséquences de ce rapport de domination historique et culturelle à travers le corps, qui vient marquer les corps des femmes noires de façon quotidienne à l'heure actuelle. Et donc les femmes subissent des tensions, des disqualifications, que ce soit de la parole ou des actions de manière quotidienne, que ce soit dans l'espace public, dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, à travers toute une série de micro-agressions et de racisme et de sexisme ordinaire. Alors après, dans la manière de nous penser, c'est vrai qu'on a des outils, des concepts qui permettent de nommer nos réalités, que ce soit des concepts d'intersectionnalité ou de misogynie noire, mais avant tout, en fait, c'est d'abord l'expérience de nos oppressions, de l'oppression de nos mères, de nos tantes et de toutes nos ancêtres, qui viennent expliquer en réalité je dirais ces enjeux, ces concepts sociologiques. Quand on parle par exemple de misogynie noire, qui est un concept qui a été avancé par Moya Belem, ça fait référence à l'expérience du racisme genré que les femmes noires vivent depuis la naissance, et d'autre part du sexisme racialisé. Et donc ce sont des dynamiques qui concernent les femmes noires et qui sont très spécifiques et qui vont se traduire par toute une série d'oppressions misogynoiristes qui vont faire en sorte que les femmes noires ne vont pas subir les discriminations de la même façon que d'autres femmes et que d'autres femmes racisées. Donc ça fait directement référence à l'histoire
l'histoire spécifique des personnes afrodescendantes, mais aussi toute l'histoire des violences, je dirais, historiques, symboliques, psychologiques et bien sûr physiques. Donc tout ça, ça fait partie d'une narration collective qui vient marquer nos expériences actuelles. Alors nous, c'est un petit peu autour de ça que s'articule la réflexion du collectif afroféministe, et de façon vraiment ordinaire, on essaye d'agir un petit peu sur tous les angles. Donc voilà, pour un petit peu brasser notre combat. Et puis comme Ladine l'a dit, on a autant des espaces en non-mixité qu'en mixité. Alors la non-mixité est pour nous essentielle, puisque c'est aussi une manière de ne pas devoir être dans la pédagogie ou ne pas devoir se justifier sur les expériences et la manière de s'auto-organiser qui fait sens pour nous de manière quotidienne. Donc ça, c'est d'une part le volet non-mixité, et puis il y a aussi des espaces en mixité où on essaye de réfléchir, de créer aussi des alliances, des synergies pour voilà, essayer de déconstruire de manière impactante les oppressions que l'on vit. Voilà. Merci, Ivoire. On reviendra un peu plus tard sur la nécessité de la mutualisation des luttes féministes et de voir concrètement sur le terrain avec qui vous vous associez et quels sont parfois les défis, parce que voilà, il y a parfois des schismes idéologiques, il y a parfois des divergences même au sein de ces luttes politiques ici en Belgique. Je repasse à Elsa Dorlin avant de passer sur la question des nécessités féministes et pour quel féminisme on se bat, pour quel féminisme au pluriel. Je voudrais juste qu'on revienne encore un peu sur les dominations au pluriel. Et tu faisais référence des tactiques d'autodéfense. Peut-être avec les exemples que tu abordes dans ton livre, quels seraient des exemples dont on pourrait tirer profit aujourd'hui et qu'on pourrait mettre en pratique? Évidemment, tu parles sans phare de l'État d'Israël et comment aussi toutes des techniques ont été déployées, mais tu fais référence aussi au Black Panther Party, et après tu parles aussi de l'empowerment. Donc peut-être ce serait de donner au public des pistes qui nourriraient peut-être ce côté empirique qu'on pourrait déployer aujourd'hui encore. Je critique l'empowerment. Ouais, justement. J'aime pas cette notion. Non, mais en fait, c'est très compliqué de donner des pistes. En tout cas, moi, je réfléchis d'abord à partir d'un travail de généalogie, et après, je réfléchis depuis aussi mon propre positionnement dans ces luttes politiques, puisque j'ai pas de schizophrénie théorique et pratique. Et donc, ce qui me semble peut-être important de relever, c'est sur la question de l'autodéfense, il y a énormément de courants historiques féministes, noirs, tiers-mondistes, décoloniaux, queer, anarchistes, communistes qui ont utilisé l'autodéfense. Et encore une fois, je parle vraiment de l'autodéfense dans des cas de nécessité vitale. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire circonscrire à ça. Et dans ces cas-là, en fait, la question, c'est qui, dans l'autodéfense, c'est à la fois une nécessité vitale, mais la répression, elle va être redoublée. C'est-à-dire, plus vous vous défendez, plus vous essayez de survivre, et plus la répression va se décupler de plusieurs façons, de façon physique, matérielle. C'est-à-dire que dès que vous essayez de vous défendre, en fait, ça va autoriser une sorte d'explosion de la violence à votre rencontre. Et les exemples contemporains, ils sont très forts. Mais il y a toujours, je repense toujours, l'exemple qui est le plus intéressant, le plus parlant peut-être, c'est l'affaire Rodney King en 91. Et puisqu'on a la vidéo en fait du lynchage de Rodney King, et qu'au procès des seuls 4 policiers sur une 50aine de policiers qui prennent part au lynchage, sur les 4 policiers qui arrivent au procès pour usage abusif de la force, Rodney King a la mâchoire fracturée, l'omoplate cassée, des contusions, le visage déchiré, etc. Je veux dire, il est au procès. Les avocats des policiers vont prendre la vidéo qui avait été faite par un voisin qui habite un immeuble qui longe la bretelle d'autoroute où l'interpellation a eu lieu,
Et on voit Rodney King effectivement lever le bras pour se protéger d'un coup de matraque. Et les avocats vont séquencer en fait la vidéo, prendre image par image. Et ce geste-là, juste, où Rodney King, il le dira après, j'essayais de sauver ma vie. Eh bien, les avocats des policiers vont dire, regardez, en fait, c'est un geste d'agression. Donc, les policiers se sont sentis menacés. Donc, ils sont en légitime défense. Et donc, aucun ne sera inculpé. Ce qui donnera lieu, évidemment, à la révolte ensuite à Los Angeles. Mais c'est inimaginable. Donc, en fait, vous comprenez bien que là, on n'est pas sur la question de à quel moment puis-je utiliser la violence ou à quel moment ne le puis-je pas. On est dans un cadre idéologique qui, de toute façon, donne a priori un sens à votre geste. Et selon qui vous êtes, le même geste pourrait être considéré comme un geste tout à fait légitime pour vous sauver, pour protéger votre bien, votre famille, vous-même, etc. Et un même geste, par une autre personne qui est précisément dans une situation de minorité absolue, enfin au sens, voilà, vous n'avez même pas le droit à l'autoconservation, eh bien ce même geste sera considéré comme un geste d'ultra-violence qu'il faut venir réprimer, encore une fois, pour rétablir la loi, l'ordre, etc., etc. Donc, la question de comment on fait, elle est très compliquée. Il me semble qu'il y a deux choses qu'on pourrait, en tout cas, considérer. C'est qu'il y a aujourd'hui des groupes, des mouvements de lutte. Je pense principalement aux mouvements, par exemple, contre le racisme, le mouvement, les mobilisations dans les quartiers populaires, les mouvements contre la négrophobie, les mouvements contre l'ensemble, par exemple, qui visent la colonialité du pouvoir, etc. Et c'est éminemment, enfin, tous ces mouvements sont aujourd'hui a priori, ou d'ailleurs des mouvements qui tentent anticapitalistes, de façon très forte. Donc entre anticapitalistes et antiracistes, je mets ensemble, sont des mouvements qui a priori sont considérés comme ultra-violents et sont assimilés à du terrorisme. Et d'ailleurs l'ensemble, par exemple, une grande partie de la législation de lutte contre le terrorisme, on sait aujourd'hui concrètement, en tout cas en France, qu'elle sert vraiment à démanteler des groupes militants qui s'organisent dans la contestation. Si vous prenez l'autre, donc si vous voulez la question là de l'autodéfense, on va plutôt être, si on se réfère à l'histoire, si on se réfère au mouvement des coloniaux, à la pensée de Fanon, à la pensée du communisme noir, et aux États-Unis, à tout le courant, par exemple autonomie, syndicaliste, pour ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. On a plutôt en place, non pas l'idée qu'il ne faudrait pas être violent, surtout pas, parce que de toute façon, en fait, quoi qu'il arrive, vous serez de toute façon assimilé comme violent, mais on va avoir des formes d'autodéfense politique très fortes. Donc c'est à la fois l'idée, évidemment, de toute façon s'organiser, mais c'est aussi l'idée qui reprend, à mon sens, un principe extrêmement important et du Black Panther Party for Self-Defense et de Malcolm X, c'est l'idée qu'il faut appliquer une non-violence à l'intérieur de nos collectifs, la non-violence entre nous. Et que, en fait, les appels à la non-violence, ils ne sont valables que s'ils constituent un soin de nous-mêmes en tant que nous, justement. Prendre soin de nous-mêmes. Pas nous diviser, je veux dire, pas nous épuiser dans le conflit. Réfléchir à chaque fois aux fondements politiques qui sont les nôtres, se construire, etc. Et se construire, y compris dans une autodéfense politique, qui va être, par exemple, l'auto-organisation, campagne pour la santé. Je parle par exemple du manifeste en 10 points du Black Panther Party for Self-Defense en 67. C'était les dispensaires pour la vaccination, les écoles pour les enfants, les petits déjeuners dans les écoles, les cours du soir pour les adultes, les transports, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. C'était les bourses aux livres, les bourses aux vêtements, etc., etc. C'était une organisation en fait. Et vous voyez bien que là, on est dans des formes d'autonomie et d'essayer de construire une autre vie, c'est-à-dire occuper l'espace politique dans l'autonomie et dans des formes de souci de soi, qui sont des formes aussi de produire de nouvelles formes de vie politique. Et c'est très proche finalement de la stratégie, y compris sur la ZAD, par exemple, aujourd'hui. Vous voyez que, en fait, on a vraiment des liens très forts. De la même façon que la difficulté, par exemple, dans les quartiers populaires, de s'organiser, de prendre soin de nous, c'est parce que la domination, elle a une telle logique que précisément, elle vient faire mourir les quartiers
pas de transport, pas d'accès à l'éducation, pas d'accès à la santé, pas d'accès à l'emploi, etc., etc., etc. Mais ça, c'est des façons de faire mourir et les vies, mais aussi des vies politiques. Et donc, et à l'autre bout de la chaîne, par exemple, moi, mon point, mes 2 points, c'est ça, c'est le mouvement féministe. À l'intérieur du mouvement féministe, effectivement, le haut de l'iceberg, c'est effectivement le féminisme mainstream. Et, je veux dire, force est de constater qu'il est blanc et bourgeois et plutôt hétérosexuel, pour le dire vite. Mais, je veux dire, voilà, on peut en discuter pendant des heures, mais c'est comme ça. Or, il y a eu plein de groupes féministes. Si on refait l'histoire du mouvement féministe, il y a eu de l'organisation à l'autodéfense, par exemple. Pourquoi, par rapport à la violence faite aux femmes, on considère qu'il y a une priorité de l'agenda féministe? Pourquoi on considère que la modalité d'action, c'est-à-dire dans le répertoire d'action, ce qu'il faut, c'est parler? Pourquoi? Pourquoi pas tout casser? Pourquoi pas brûler des voitures? Pourquoi pas fracasser des genoux? Enfin, je sais pas, balancer des tables et tout. Non, mais pourquoi? Un viol toutes les 6 minutes en France. Et il n'y a pas une seule voiture brûlée? Donc, vous voyez bien que là, c'est aussi la question. Qui on enjoint de passer par la violence et qui on n'enjoint surtout pas de passer à la violence? Qui surtout on dit, vas-y, parle-moi de ce qui s'est passé, raconte-moi ton agression, dis-moi qui tu es, ce que ça te fait, les affects. Parle. Non. Fracasse tout. Mets-toi hors de toi-même. Je veux dire, arrête de parler, justement. Donc, en fait, il y a vraiment l'idée, vous voyez, de ce double standard, y compris de qui on dit est violent et qui ne l'est pas, mais aussi à qui on laisse l'idée de dire, vas-y, toi, émancipe-toi par la violence, et toi, surtout, t'émancipes pas du tout par la violence. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose en termes, finalement, d'alliance des luttes, c'est qu'il y a des mouvements qui, historiquement, supportent le poids du stigmate de la violence depuis trop longtemps. Si on veut s'allier dans un mouvement qui serait à la fois, je veux dire, qui prendrait en considération précisément une dimension fondamentalement intersectionnelle en termes de classe, en termes de race et en termes de sexe et de sexualité, de sexuation, eh ben, il faudrait, y compris avoir des stratégies d'autodéfense collective qui consistent à dire il faut faire varier cette violence, il faut qu'elle émerge de points là où on ne l'attend pas dans une certaine mesure. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité d'un certain nombre de mouvements de travailler sur cette question. Mais pour ça, il faut vraiment réfléchir sur le fond, c'est-à-dire y compris la question de comment passe la violence. Et au fond, pour moi, ce qui m'a intéressé de retravailler cette question de la violence, justement, qui est une question taboue en philosophie politique, mais qui est aussi une question taboue, finalement, dans la plupart des collectifs, ou alors complètement mythologisée, genre, ouais, on va y aller et tout, ouais, bah, vas-y, enfin voilà. C'était l'idée, en fait, la violence nous traverse, comment on peut la convertir? Et ça, comment on en fait Elle est là, elle nous traverse, elle nous constitue. Que faisons-nous de la violence en nous? Et comment on l'agit? Et ça, il faut se rappeler qu'il y a 2 grandes figures qui ont posé cette question. Fanon, la conversion de la violence, et Audre Lorde. Et Audre Lorde, précisément, elle dit comment on passe cette colère, cette rage, cette haine que je reçois, qui me traverse et me constitue, comment je vais la convertir en rage puissante, parce que ça ne fonctionne que comme ça. Et ça, c'est aussi à la fois du coup des techniques d'autodéfense, de soins, de souci de soi, mais ça demande aussi, dans une certaine mesure, c'est pas seulement l'idée de converger, mais c'est de construire des stratégies. Tu souhaites répondre de la vengeance à l'empowerment? Pourquoi on parle de rage, de vengeance, et justement, pourquoi cette notion d'empowerment, tu n'y adhères pas complètement? Alors moi, précisément, pour moi j'ai une analyse pour me situer théoriquement. C'est vraiment, je suis dans le féminisme afrodescendant, caribéen, africain-américain. Donc c'est ça mon terreau, c'est ça qui m'anime. Qui ont été des mouvements fondamentalement marxistes, donc de réflexion. Je veux dire, la question, par exemple, le stéréotype qui pèse sur les femmes noires, les femmes métisses, hypersexualisées, la chabine, etc. Enfin, voilà. C'est des expériences
ou l'animalisation, etc. C'est des expériences en fait qui sont pas liées à des représentations, qui sont liées à un système capitaliste. Je veux dire, c'est aussi la fonction en fait, c'est aussi lié à un rapport, enfin un système capitaliste. Et donc l'idée de l'empowerment, c'est que moi ça m'intéresse pas que L'Oréal, par exemple, prenne des figures, des mannequins noirs pour varier ses produits et s'ouvrir le marché en fait. Pour moi, ce n'est la question de l'impact de la visibilité, de la représentation. Pour moi, c'est une stratégie qui peut être une stratégie politique qui n'est pas la mienne, parce que ça laisse complètement sous la table la question, au fond, de l'articulation entre néolibéralisme, racisme et sexisme. Et donc, le « je le vaux bien », non, je vaux rien du tout, en fait. Et la question, ah les femmes, allez-y, levez-vous, parlez, vous le valez bien, reprenez confiance en vous, etc., soyez puissante, soyez belle. En fait, c'est vraiment une injonction à dire qui nous sommes, parce que nous sommes consommables et consommatrices et consommateurs. Donc je pense qu'il y a cette dynamique de l'empowerment, c'est parce que je le vaux bien. Donc je vais me défendre parce que je le vaux bien. Mais en fait, il y a des conditions de possibilité des femmes qui accèdent aux ressources pour mieux se défendre face, par exemple, au harcèlement au travail, face aux agressions sexistes, face à tout l'ensemble, en fait, de cette hydre à 1000 têtes qui sont les violences faites aux femmes. Il y a des ressources qui sont pas les mêmes, en fait, du fait, y compris, de conditions matérielles d'existence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, enfin, l'exemple, c'est quand on voit ce manifeste en France, de femmes qui signent, des 100 femmes qui signent pour le droit d'être importunées. Mais enfin là, une analyse en termes juste de classe, de rapport de classe, vous montre que, bah oui, évidemment, le droit d'être importuné quand on s'appelle Ariel Dombal, enfin voilà, il n'y a aucun souci, évidemment. Mais c'est quand même ça la réalité. Et c'est ça aussi de mettre les gens dans une dynamique, de mettre les corps et les individus dans des situations de sans défense. Il y a une distribution inégale des ressources. Donc l'appel à la responsabilité individuelle, genre « Ah, j'ai pas su me défendre, tu aurais dû prendre des cours de Krav Maga », c'est encore un appel néolibéral en fait de la défense. Alors que la question de l'autodéfense politique, elle ne passera que par finalement un retour aussi à une réflexion sur sa propre... Quelle est la vie politique, quel est le corps et comment je peux habiter mon corps autrement pour produire du politique. Et encore une fois, après, ça, c'est sur un positionnement qui est le mien, enfin, je veux dire, qui est clairement... Je pense que le discours, la réflexivité, le passage de la construction des collectifs par le partage d'expériences et de conscientisation, il est fondamental. Mais à mon sens, il a aussi une limite. Et que pour une partie de ces collectifs se sont conscientisés, non pas dans l'injonction à dire « dis-moi qui tu es » et si ça fait écho à ce que je suis, alors nous formons un nous, mais agissons ensemble, faisons ensemble, sans parler, sans répondre à cette injonction permanente qui est notre quotidien de dire qui es-tu. Mais ça, je pense que c'est hyper important et probablement aussi que c'est un positionnement de ma part du fait de ma propre histoire. C'est-à-dire que moi, en tant que métisse, pour plusieurs raisons, je ne peux pas répondre à la question « qui suis-je » ? Et la façon dont les gens me voient, ils me voient blanche, ils me voient chabine, ils me voient juive, ils me voient, etc. En fait, je suis tout et rien. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Et l'expérience que je fais de la domination, elle est parfois très diverse, en fait, très variée. Et parfois, les privilèges que je reçois sont très variés aussi. Donc, c'est difficile. Donc, c'est aussi peut-être ça. J'essaye de réfléchir de façon qui me dit, à un moment donné, pour moi, les mots de cette injonction à dire qui on est pour agir, peut-être qu'à un moment donné, c'est repasser par le corps, repasser par la violence, repasser par ce travail. Et ensuite, il y a quelque chose de l'ordre... Le corps va produire du discours. Enfin, voilà. Le corps comme archive. Ivoire et Nadine, est-ce que dans ces nécessités féministes, etc., vous vous définissez comme un collectif afroféministe ? Je pense que ce serait intéressant de partager avec le public sur comment s'allier de manière transnationale et nationale avec d'autres collectifs, pour quel féminisme vous voulez bien vous rapprocher, lesquels vous ne voulez vraiment pas avoir à faire. Ce sont des questions voilà, peut-être un peu plus pratiques
de vos luttes au quotidien et des dossiers que vous prenez en charge. Oui. Alors, par rapport à la question des luttes et des alliances, tout d'abord, ce qui est intéressant de préciser quand on parle d'afroféminisme, on ne parle pas nécessairement de féminisme noir, mais on parle d'un féminisme porté par des femmes afrodescendantes, mais dans le contexte occidental. Quand on est sur le continent africain ou en Caraïbes, on ne parle pas d'afroféminisme, on parle de féminisme. Donc c'est quand même un terme qui a été mobilisé par les femmes afrodescendantes des diasporas, justement en réponse au féminisme mainstream dont elles se sentaient exclues au départ. Donc ça, c'est important de le préciser au niveau de la sémantique, puisqu'il y a souvent un flou. Et aussi, on ne parle pas de black feminism, parce qu'il y a encore toute une autre histoire, toute une autre tradition. Quand on prend, par exemple, le contexte belge, pourquoi est-ce qu'on parle d'afroféminisme? Parce que ça nous renvoie immédiatement au passé colonial de la Belgique et aussi au néocolonialisme qui baigne en Belgique. Donc, on fait référence à des histoires longues et des histoires courtes, mais on parle de contexte où il y a ce rapport coloniale et cette histoire coloniale qui est présente. Et quand on compare au contexte états-unien, c'est complètement différent, puisque quand on réfléchit aux dynamiques liées à l'esclavagisation, ce ne sont pas les mêmes que celles liées à la colonisation. Et donc, la manière dont les femmes ont été assignées, donc aussi toutes les processus d'auto et d'hétérodéfinition liés à la période de la colonisation et de ce qu'on appelle la post-colonisation, même si moi, dans notre collectif, en tout cas, c'est une notion qu'on remet complètement en question, on dirait au contexte néocolonial actuel, eh bien, on voit que ça a vraiment un sens, et donc c'est dans ce sens, dans ces dynamiques-là qu'on parle d'afroféminisme, juste par précision. Après, quand on parle des alliances, alors nous, il y a quelque chose qui est important, et c'est aussi une des motivations de base, parce que c'était vraiment une question de nécessité et d'urgence de créer un collectif afroféministe, c'est parce qu'on était fatigué de devoir se justifier, fatigué d'être dans le compromis. Donc cette idée de mobiliser nos ressources selon nos besoins primaires, selon nos visions et selon la manière dont on pense les articulations de nos combats et de nos luttes afroféministes. Il faut savoir que quand on parle d'afroféminisme, on parle immédiatement et intrinsèquement de décolonialité, d'intersectionnalité et également de panafricanisme. Donc c'est aussi de cette manière-là que vont s'articuler les différentes mobilisations et différents mouvements qui nous concernent. Alors là, je dirais, quand je vais expliquer ça, c'est plus ma casquette d'anthroposociologue qui va parler. Quand on parle de questions de domination, de rapports de personnes blanches, de personnes noires, ce qui est toujours intéressant, et surtout quand on parle de la nécessité des émancipations et comment est-ce que ça fait écho aux dominations, c'est de se dire que pendant des années, ce sont les personnes blanches qui sont parties étudier les personnes noires et donc qui ont construit un espèce de cette notion d'altérité, cette notion d'objet, sujet de recherche. Et donc c'est toujours le regard assez violent et avec toutes les dynamiques ethnocentriques qui sont liées des personnes blanches qui ont primé et qui ont produit aussi je dirais les contenus de connaissances au niveau des personnes noires, des personnes afrodescendantes, et avec toute la critique au niveau des premières vagues d'anthropologie et comment est-ce que toutes les théories de racialisation se sont construites et constituées.
Et on a en fait oublié de parler des personnes blanches. Aujourd'hui, avec la notion des white studies, donc des études blanches, on renverse un petit peu le prisme, puisqu'on pose la question de qu'est-ce que c'est être blanc, et qu'on vient avec des concepts comme la blanchitude, la blanchité, alors qu'avant on était plutôt axé sur des dynamiques de blackness, de négritude, etc. Donc on réfléchit à comment est-ce que aussi les dynamiques de pouvoir se sont constituées dans la manière de penser l'autre et de définir l'autre. Alors, ce qui est intéressant quand on pense à ça, c'est de s'attarder sur des notions telles que la blanchité, ou plus largement celle du privilège blanc, et de nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie avoir un privilège blanc? Comment est-ce que ça traverse les champs de recherche? Comment est-ce que ça traverse les champs de mobilisation, les dynamiques associatives, les dynamiques d'activisme, etc. Et ça permet aussi de revenir à un débat plus large. Comment est-ce qu'on co-construit? Comment est-ce qu'on co-réfléchit? Comment est-ce qu'on essaye de sortir de ces dynamiques de violence symbolique, de violence psychologique qui traversent les champs de recherche, qui traversent les secteurs de mobilisation et associatifs. Ça permet, dans un deuxième temps, de pouvoir penser, après avoir déconstruit, de prendre conscience de toute la question des privilèges, mais encore quand on parle d'afroféminisme, de panafricanisme, de la question du privilège blanc, qu'est-ce qu'il signifie, comment est-ce qu'il vient s'articuler de manière quotidienne et extrêmement inconsciente dans les dynamiques de façon générale. Ça en vient à, justement, quand on parle de la question des privilèges, qu'il y a une personne qui est considérée comme dominante, une personne qui est considérée comme dominée, une personne qui est considérée comme favorisée et désavantagée. Qu'est-ce qui est en jeu quand on parle de ça? Comment est-ce que ça nous questionne, en tant que personne, à tous les niveaux des composantes de nos identités multiples? Ça permet de pouvoir réfléchir à partir de quel moment il est question de créer des alliances. Est-ce qu'on en crée, est-ce qu'on n'en crée pas? Dans quelle dynamique on se situe? Est-ce qu'il est possible de créer quelque chose de nouveau qui sort de ces logiques de domination écrasantes? Ça pose la question de sortir de sa zone de confort, de renverser les logiques hiérarchiques aussi. Et donc tout ça, ce sont des questions qui nous traversent de manière quotidienne quand on veut parler d'alliance. Et ce sont des questionnements qui viennent en prélude et en amont de se projeter dans la dynamique des alliances, d'où aussi la nécessité pour nous, comme Nadine l'exposait en début, de pouvoir travailler dans des dynamiques de non-mixité, parce que c'est aussi une façon de se préserver, de préserver nos ressources, de travailler aussi sur nos self-care et de pouvoir décider où est-ce que on mobilise et on focalise notre énergie. Donc ça, ce sont des questionnements qui sont essentiels quand on pense et on réfléchit à la question des alliances. Justement, le collectif Mwanamke a pu résoudre et répondre à cette question sur les alliances. Est-ce que vous alliez ou pas? C'est ça Alors oui, on s'allie beaucoup, mais avec beaucoup de conditions. On est constamment dans une réflexion. On est aussi traversé par des moments où on se dit on n'a pas envie de faire de compromis, on est fatigué. Quand on voit les enjeux majeurs qui nous concernent, la question des répressions liées aux politiques de migration, on est quand même dans un système ici en Belgique politique extrêmement violent. Alors quand on voit comment nos frères perdent leur vie et sont dans des stratégies de survie, mais comme disait une consoeur, Eva Doumbia, c'est vraiment des survies avec un tiret dans tous les sens du terme. Donc finalement, on réfléchit à tout ça, à l'urgence d'agir, de se mobiliser sur ces questions-là, quand on voit aussi la manière dont nos vies, nos existences subissent le racisme institutionnel, que ce soit avec toute la question des violences visuelles, des violences physiques, symboliques, le délit de faciès, les disqualifications de traitement des paroles et des actes, le dénigrement.
comment est-ce que la négrophobie s'articule en Belgique de manière très insidieuse. Donc en fait, il y a vraiment des combats qui sont criants. Donc comment est-ce qu'on pense justement l'articulation de par exemple la négrophobie ou la question des répressions et des personnes migrantes. Alors tout ça, ça vient vraiment en premier plan d'action de nos mobilisations et aussi de nos stratégies d'action. Parce que c'est vrai que faire des alliances, c'est bien. Aller parler de l'afroféminisme dans des rencontres comme celle-ci, c'est bien. Mais c'est aussi de se dire où est-ce qu'on mobilise notre temps, où est-ce qu'on agit. Parce qu'il y a la question du nombre aussi. Il faut pas oublier que l'activisme, même si nous, on est complètement investis, parce que pour nous, et de par la posture et la position qu'on occupe en tant que premier collectif afroféministe belge, il y a la question de l'urgence, mais il y a la question aussi de la pérennité et on peut pas se décupler parce que la plupart des membres soit travaillent, soit sont étudiants. Donc, on pense en priorité, on va dire, à la question justement de comme je disais, des répressions, aussi des violences policières, puisque quand on parle de féminisme, souvent, et quand on prend le cas clairement de la Belgique, et de la question, et j'en viens pour penser à la question des alliances, c'est que on se rend compte que il y a pas, c'est très compliqué d'établir des alliances, même s'il y a un intérêt pour notre mouvement, pour l'afroféminisme et des enjeux qu'il pose. Mais par exemple, souvent les mouvements féministes de mainstream ne réfléchissent pas de manière intrinsèque et globale et systémique à la question de l'articulation du racisme et de la négrophobie, alors que pour nous ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos narrations, de nos expériences, de nos êtres, et donc on peut pas créer cette scission. Et on voit, en tout cas si on doit parler d'alliés, et c'est encore un terme qui doit être questionné et remis en question, on voit qu'il n'y a pas très peu de mobilisation sur ces questions-là. Je vais prendre par exemple le cas de Marielle Franco que tu as relevé, Gia, en introduction. Alors pour nous, on s'est tout de suite mobilisé par rapport à la question de Marielle Franco. Il n'y a pas eu de mobilisation forte des féministes ici en Belgique, alors que pour nous c'est une figure essentielle. Comme Gia l'a dit, elle s'est fait tuer parce que c'était une femme issue des favelas, une femme noire qui défendait les intérêts des femmes défavorisées, des femmes les plus précaires, parce qu'elle elle dénonçait la question de la négrophobie que les personnes afrodescendantes vivent au Brésil. C'est tout ça qui fait qu'elle a été tuée. Pour nous, c'est une figure emblématique et iconique de notre combat. Ici, on n'a pas eu de mobilisation par rapport à ce qu'on a essayé d'organiser autour de cela. On a écrit un manifeste de façon commune avec les autres collectifs antiracistes, panafricains et afroféministes au niveau européen, donc qui dénonçait la question de la négrophobie systémique et de l'afroféminisme et de ses articulations. Et voilà, donc on s'est mobilisé, on a été devant l'ambassade du Brésil. L'ambassade du Brésil nous a demandé aussi d'adresser notre discours, mais de l'autre côté, il n'y a pas eu vraiment de mobilisation. Donc on voit que c'est des alliances, mais des alliances par endroits, des alliances faibles. Donc pour nous, aujourd'hui, et je reprendrai les paroles d'une consoeur encore qui s'appelle Ndella. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'alliés, on a besoin de complices, donc des personnes qui sont pas, parce que il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, dans le contexte belge aussi, et on est très conscient de tout ça. On est aussi un petit peu dans des logiques d'instrumentalisation, parce qu'on se dit voilà, il faut un petit peu colorer les espaces. On va aller chercher quelques afroféministes, ok, on va aller piocher Mwanamke. Ça va paraître pas trop recentré. Donc, on est bien consciente aussi de toutes ces logiques-là, et aussi comment est-ce que Elsa, il faisait référence comment le système essaie de récupérer les afroféministes et comment certaines personnes se font complètement récupérer par le système aussi. Et donc, par exemple, on peut en parler de façon libre ici, c'est une des raisons pour laquelle notre collectif, on refuse toute subvention.
Parce qu'à partir du moment où on devient un organisme subventionné, avec toutes les questions que ça peut comporter, en termes aussi de travail au niveau des ressources et comment est-ce qu'on s'organise, etc. Mais c'est un choix que l'on pose parce qu'on se dit que pour nous, dans la vision de notre combat, ce serait aberrant et ça restreindrait aussi notre liberté de parole et d'action. Donc voilà, c'est toutes des questions effectivement qui sont assez sensibles, mais on essaye de vraiment, je dirais, on a une manière d'agir au cas par cas, de trouver des terrains d'entente, de se dire est-ce qu'on se mobilise par qu'est-ce qui est en jeu, est-ce que on est plutôt dans simplement de la récupération, etc. Donc on réfléchit beaucoup et c'est pour ça que par moment on décide aussi de ne pas s'allier, de ne pas collaborer parce que on veut garder de l'énergie pour les combats qui nous paraissent majeurs et essentiels. Et c'est vrai que quand on parle d'afroféminisme, on touche à de très nombreux combats. On est tout le temps aussi dans un processus de réflexion sur qui produit la connaissance, qui parle de qui pour qui. Et on est sur un fondement clair, c'est que nous sommes nous-mêmes expertes de nos vies et de nos vécus, peu importe les diplômes, peu importe les situations, peu importe la manière dont on va se positionner socialement, sociologiquement. Donc c'est aussi quelque chose qui pour nous est essentiel et qui fait partie aussi de notre vision de la décolonisation du féminisme, de la décolonisation du savoir. On veut vraiment casser ces échelles hiérarchiques, casser ces points de vue et essayer de dire qu'il n'y a pas une parole qui prime davantage par rapport à une autre. Et donc, c'est un petit peu aussi tout ça, notre vision. Et c'est aussi la question de réfléchir aussi à quelle parole est légitime par rapport à une autre. On s'est retrouvé dans des cas de figure assez effarants et on le décrit. On se retrouve à un panel sur l'afroféminisme où on appelle une anthroposociologue qui est ni militante, qui est ni féministe, qui travaille pas sur ces questions et dont la parole va primer et dont on va donner la parole en premier lieu. Et donc, une femme blanche, alors que le thème du panel c'est l'afroféminisme. Alors nous, on est intéressés, on laisse la situation jouer et on prend le cas pour décrier. Et les gens sont offusqués, ils disent mais on n'a pas fait exprès, c'était pas ça qui était voulu, on voulait pas vous récupérer, on voulait pas vous instrumentaliser. Mais c'est de ça dont il est question quand on parle d'alliance, quand on parle de casser la domination en termes de moyens de production, des connaissances et des pratiques. Et je rebondirais aussi pour dire, c'est aussi la question des systèmes, des institutions, des associations mainstream, des associations antiracistes, mais qui restent des associations blanches, qu'on se le dise bien. Si on va dans ces institutions et que finalement on regarde les postes subalternes et que c'est là en fait qu'on trouve les personnes racisées, ça pose question. Donc c'est un petit peu tout ça par rapport tous ces enjeux par rapport auxquels il faut réfléchir quand on parle d'alliance. Et de manière générale, je voudrais quand même revenir sur un cas parce que c'est vrai que et d'ailleurs quand la Belgique on pense que c'est un pays qui est effectivement il y a de nombreuses nationalités. Quand on prend Bruxelles, c'est une des villes les plus multiculturelles au monde, mais on a un racisme qui est très fort et qui se traduit de manière très plurielle. C'est peut-être pas le racisme de premier degré, de racisme très violent dont il faut directement parler. Il y a aussi toute la question du racisme par oubli, du racisme par omission, le fait que les personnes racisées soient absentes à plein de niveaux de la société voilà. Donc c'est toutes des questions qui doivent continuer à articuler nos pratiques et la manière dont on pense les questions relatives à l'antiracisme et aussi au féminisme qui soit réellement et véritablement intersectionnel. Et c'est souvent ce qu'on dit aussi quand on s'exprime aujourd'hui, quand on parle d'intersectionnalité, on a l'impression que c'est le mot qui a remplacé diversité. Ça fait bien, ça fait ouvert, ça fait un petit peu postcolonial. Mais qu'est-ce que c'est réellement la véritable intersectionnalité? Comment est-ce que on déconstruit les dynamiques de domination au sein des féminismes? Donc c'est un petit peu toutes ces questions qui nous animent et qui articulent aussi la manière de penser, de mutualiser les alliances.
Merci. Je vais vous poser la question de la nécessité des alliances qui nous est arrivé un cas aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis des années, on se bat pour la place Lumumba. Différents collectifs comme le collectif Mémoire coloniale, le collectif Mbamco mené par Mireille Tchussi-Robert. Elle est passée à RTL. La place Lumumba est octroyée le 30 juin. Et Mireille Robert, qui fait partie de BAMCO, qui est le comité féminin de veille antiraciste, a été agressée physiquement à Matongué il y a 2 jours. Donc elle a été tétanisée. Donc elle a été portée plainte aujourd'hui pour avoir une trace. La nécessité des archives est très importante. Et on s'est dit, tiens, comme à l'époque des États-Unis avec NAACP, là, le National Association for the Advancement for Colored People, on s'est dit, mais on appelle qui? C'est-à-dire, voilà, Mireille était toute seule au commissariat. Moi, j'étais en partance pour ici, pour préparer. Et on s'est dit, mais voilà, il y a le collectif Wanamke. On sait, et ce n'est pas un secret de Polychénie, qu'il y a parfois des divergences, que parfois on ne partage pas toujours les mêmes visions. Mais concrètement, voilà, aujourd'hui c'est Mireille Tchussi-Robert et les policiers étaient très soucieux parce qu'ils ont pris la déposition, ils vont regarder les caméras, etc. Parce que c'était de manière très calme mais violente. Comment ils se sont adressés à Mireille, ils ont dit nous ne voulons pas de place Lumumba. Et s'il y a une place Lumumba le 30 juin, vous serez tous morts. Mais c'est tombé sur elle. Et donc on s'est dit, mais comment, on parlait des stratégies d'autodéfense avec Elsa, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour créer des alliances, pour créer aussi des clics, enfin en tout cas des mécanismes de protection entre nous, mais les féminismes au pluriel, donc qui incluraient celles qui sont peut-être mainstream et qui ont accès à d'autres institutions, d'autres pouvoirs auxquels nous on n'a pas encore accès, etc. C'est une question à laquelle on ne va pas répondre aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur la nécessité des alliances, même pour moi Namke et pour BAMCO et pour les autres collectifs, que voilà où il y a eu des conférences sur les féminismes musulmans, c'est-à-dire que si on ne s'associe pas ensemble, on en a parlé avec Elsa, je pense qu'on n'y arrivera jamais parce que les privilèges, qu'ils soient blancs, mâles ou autres, voilà, ils ont la dent dure et il y a une résistance au changement. Silence will never protect you, disait Audre Lorde. Donc je ne sais pas si, avant de vous donner la parole, peut-être Elsa, tu voulais rebondir sur quelque chose dont on avait parlé, ou alors je vous donne la parole comme ça, on enclenche. Moi, je voudrais rebondir puisque c'est directement ce qui est en jeu. Alors moi, et tout notre collectif, on réfléchit beaucoup à la question des alliances, elles sont essentielles. Par exemple, nous étions... on a participé au forum contre l'islamophobie qui a été mené par une association ici qui s'appelle Bruxelles Panther, et donc qui est une association qui est très active dans tout ce qui est aussi voilà, toute une série de luttes et d'oppressions. Donc pour nous il est essentiel de s'allier, de trouver des stratégies, des ponts, et souvent on s'allie. Un exemple qui a été fait quand il y a eu toute cette vague des violences policières, une des initiatives que Wanamke a mené, c'est qu'on a constitué un groupe de travail à niveau européen pour la question des violences policières, où on a convié tous les collectifs qui travaillent dans ces dynamiques, que ce soit BAMCO, que ce soit Mémoire coloniale, que ce soit la Nouvelle Voie anticoloniale Bruxelles Panther, où on s'est assis autour de la table et on a essayé de vraiment penser à des stratégies et à des méthodes d'action en se mettant en lien avec d'autres collectifs, que ce soit par exemple le collectif de la brigade antinégrophobe à Paris, que ce soit le collectif afroféministe Moissy, également un collectif qui est très actif, peut-être que tu le connais à Paris, qui est mené par Youssouf, et donc il se mobilise tout le temps dans les rues, que ce soit pour Adama, etc. Donc on essaie vraiment de mutualiser, et aussi ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaye de créer un agenda européen. Par exemple, quand on a fait ces mobilisations, on a essayé, donc par rapport aux violences policières, de le faire de manière vraiment conjointe. Même chose pour Marielle Franco, on a fait ça à 1 semaine, voire à 2 semaines d'intervalle, pour essayer justement de montrer que finalement, et en tout cas ce qui est très important pour Wanamke et d'autres collectifs européens, de bien insister sur le fait que nous nous inscrivons dans une démarche d'internationalisme noir, où on veut vraiment défendre et lutter contre les oppressions que les personnes afrodescendantes subissent, que ce soit
dans les Caraïbes, en Amérique, sur le continent et dans les diasporas. Et à notre échelle aussi, le collectif afroféministe, c'est important de le dire, on crée aussi des liens avec les actions qui sont menées sur le continent africain. Parce que les femmes afrodescendantes vivent des violences assez particulières. Ici, moi, je viens d'être en contact avec des collectifs sur le continent en Guinée. Par exemple, un collectif qui est lancé par une jeune militante qui s'appelle Adja Idrissa Ba, qui, en fait, réfléchit à toute la question à toutes les problématiques de genre que vivent les femmes en Guinée, que ce soit la question des mutilations génitales féminines, la question des mariages précoces, etc. Donc vraiment le but c'est de pouvoir créer des ponts, des stratégies, mais des ponts aussi dans la manière dont on pense à nos émancipations, comment est-ce qu'on réfléchit et on met en jeu nos stratégies. Alors pour revenir au cas de la Belgique, alors il est hyper important de travailler ensemble de manière commune par rapport à toutes les associations et toutes les organisations qui travaillent dans tout ce qui concerne les problématiques liées à la violence, aux violences que vivent les personnes afrodescendantes, que vivent les femmes noires, et qu'ils puissent avoir des réelles alliances et aussi que ces collectifs et ce groupe puissent se soutenir quand il y a des problématiques majeures. Alors, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir justement faire des alliances communes. Par exemple, quand il est question de se mobiliser toutes et tous et en plus grand nombre, pour que ça puisse faire écho de manière plus large et qu'on puisse aussi essayer de sensibiliser un maximum de personnes sur ces problématiques. Quand on parle de la question des féminismes musulmans et de l'afroféminisme avec le colloque, par exemple, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, enfin le mois passé, lancé par le collectif Kanina, pour nous, c'était une évidence quand elles nous ont demandé d'être partenaires, d'accepter, parce qu'effectivement, nous vivons en tant que femmes racisées des oppressions qui sont similaires. Et donc, on vit le racisme, même s'il ne s'articule pas de la même manière, parce que quand on prend aussi l'histoire des femmes, on va dire d'origine maghrébine, elles ont aussi une manière dont, et toute la question de la construction de l'orientalisme, dont le racisme va traverser leur corps, qui est très spécifique et qui n'est pas le même, qui n'est pas la même manière dont va s'articuler le racisme et l'afrophobie au niveau du corps des femmes noires. Mais de manière quotidienne, en tant que femmes racisées, on vit des oppressions similaires et c'est pour ça qu'on a tout de suite accepté de travailler ensemble et de créer des alliances. Pour nous, c'est majeur et essentiel. Et Ivoire, je crois qu'on l'a bien compris. Donc l'internationalisme noir versus nationalisme, on a un cas concret ici. Donc je mets au défi, moi, Namké et les autres collectifs présents, à devoir justement réfléchir sur cette notion d'alliance et de mutualisation. J'insiste, parce que je n'ai aucun doute sur votre dynamisme international et national, mais parfois, comme disait Angela Davis, il faut conjuguer la patience et l'urgence, et parfois on a des situations urgentes comme aujourd'hui, et donc on se retrouve à réfléchir sur des cas concrets, et je pense que plus on est, mieux c'est. Je vais donner la parole au public, il reste une demi-heure. Il y a une question ici. En fait, ce n'est pas précisément une question, ce sont des remarques. La première, Ivoire vient d'y faire allusion. Il y a en effet un autre groupe de femmes racialisées qui subissent une situation comparable de racisme, de racialisation, d'assignation à résidence, de violence, etc., etc. Ce sont évidemment les femmes musulmanes. Et une partie d'entre elles, dans la mesure où elles sont en plus arabes ou arabophones, subissent en plus de l'islamophobie, l'arabophobie, dont on sait que ce sont des outils idéologiques qui ont évidemment un objet politique qui est en œuvre. C'est pour l'Occident de manière générale de faire main basse sur les ressources énergétiques de leur pays, tout en les discréditant et en amenant la guerre dans leurs espaces. Ça, c'était la première remarque. Je suis une des membres fondatrices de Kahina. Nous avons effectivement mis ensemble sur pied un colloque de 2 jours qui a eu effectivement beaucoup d'impact, je crois. Nous en sommes vraiment très, très heureuses. J'avais aussi une autre remarque qui n'a pas directement à voir avec ça, mais avec effectivement le propos
de notre oratrice à propos de violence légitime, violence illégitime. C'est le cas d'Israël, qui est vraiment un cas emblématique d'ultracolonialisme, un cas presque caricatural, où les Palestiniens, par définition, sont caractérisés, même lorsqu'ils protestent de manière pacifique, sans armes, comme faisant preuve de violence, et alors la répression s'exerce sur eux de manière décuplée, avec une violence absolument inouïe. Je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les esprits que j'en veux pour preuve la déclaration de l'ambassadrice d'Israël, qui a déclaré froidement que de toute façon, tous ces manifestants, c'était des terroristes, y compris les enfants, qu'ils étaient donc violents par nature, même si leur activité en soi n'avait pas l'air violente, et qu'elle préférait recevoir des reproches plutôt que des condoléances, parce que le droit à la défense des Israéliens, lui, prime surtout. Voilà. Merci pour cette contribution. Alors, simple petite question à Gia. Moi, j'étais pas au courant et le collectif non plus. On n'a pas du tout eu d'appel au secours par rapport à cette situation. Et de surcroît, on vient de rentrer de Guinée. Donc, on n'était pas du tout au courant que Mireille s'est fait agresser. Et je voudrais savoir de quel groupe s'agit-il? Et s'est fait agresser par des Noirs ou par des Blancs? Parce qu'il y a une politique, une grosse polémique par rapport à la place Lumumba des deux côtés. Voilà. Oui, mais non, mais c'est juste, c'est une interrogation de voir, pardon. Mais rien, c'est un cas concret. C'est un cas concret de voir comment on parle de stratégie de défense, de s'organiser, d'être autonome, d'être plus forte, de s'allier avec les féministes mainstream, les nécessités féministes au pluriel, elles englobent tous les féminismes. Et donc ici, la question que j'ouvre la parole à vous, c'est de dire, mais pour quel féminisme on se bat? Voilà, c'est une question, je ne vais pas y répondre toute seule. Ici, par rapport à la place Lumumba, l'enjeu n'est pas la place Lumumba, et je dis, ça peut être Mireille Tchesi-Robert, mais ça peut être quelqu'un d'autre, c'est de voir comment on peut s'organiser de manière efficace. Voilà. C'est quelqu'un, un nostalgique, qui ne veut sûrement pas la place Lumumba, comme il y en a certains encore en Belgique. Et donc, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'ici, le sujet, c'est pas d'amener ça, c'est de dire, concrètement, en 2018, je l'ai amené comme interrogation pour repartir avec des cas concrets. Parce que voilà, sinon on peut théoriser autant que l'on veut. On a un livre magistral ici où il y a des références. Mais aujourd'hui, quand on est dans nos quotidiens, quand on rentre chez soi, et qu'on vit. Donc la violence a un impact sur nos vies, nos luttes, nos psychés. Comment est-ce qu'on fait dans l'intimité quand on est seul? Comment est-ce qu'on travaille le self-care, le healing, voilà, parce qu'une vie de militant, d'activiste ou d'académique ou de théoricien, voilà, ça a des implications. On touche à des privilèges capitalistes ou autres, patriarcaux. Voilà, ce sont ces questions-là que je vous pose en tant que modératrice, c'est-à-dire que je ne vais pas apporter. C'était le cas, on m'a appelé, donc je suis allée au commissariat de police et je me suis dit, mince, je ne peux pas être là en soutien moral puisque je dois venir ici. Et donc c'était cette question-là, mais il n'y a pas de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, on est tous ici des gens qui réfléchissons, qui sommes activistes et féministes, donc peut-être à plusieurs, on peut réfléchir. Voilà, liberté de parole... Non mais tout va bien, hein. Je veux dire, se défendre philosophie la violence, comme disait Elsa Lerlin, on n'est pas là ici pour parler, on peut exprimer ce qu'on a dans nos corps, dans cette mémoire corporelle transgénérationnelle, c'est ça que l'on porte, quels que soient nos récits, nos narratifs. C'est pour ça qu'on est ici, qu'on a le collectif Mwanamke et qu'on a Elsa Dorlin, pour ces expériences. Et puis du côté pratique, ben voilà, c'est... Moi, il y a juste un truc que je voulais dire d'abord sur Israël et l'État d'Israël. En fait, il y a tout un chapitre dans le livre sur l'histoire du Krav Maga et sur la façon dont le Krav Maga, à l'origine, était une tactique d'autodéfense. Enfin, il y avait des traditions d'autodéfense
notamment dans les groupes juifs en Russie pour se défendre des pogroms à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ces groupes d'autodéfense ont été beaucoup déployés, notamment par le Bund, qui est le parti ouvrier juif russe et polonais, mais aussi par une partie du sionisme socialiste, donc par des groupes sionistes socialistes ou culturels. Et que ensuite, progressivement, en fait, il se trouve qu'une partie des meneurs de l'insurrection du ghetto de Varsovie, mais d'autres ghettos en Pologne, vont être en fait des militants du Bund et avec cette culture de l'autodéfense. Mais en fait, une partie du sionisme, enfin le sionisme au début du XXe siècle, il va avoir un immense, en tout cas une radicalisation des courants. Et lorsque une partie, notamment la fondation du sionisme révisionniste, qui va donner lieu notamment au Bétar, qui est créé en 1925 à Paris, etc. Et puis une partie, un des fondateurs du Bétar part à Jérusalem dans les années 20, où il y a des grandes révoltes palestiniennes pour l'occupation à ce moment-là britannique, etc. Et il y a des premiers groupes d'autodéfense juifs, mais révisionnistes, du sionisme révisionniste, et qui vont réutiliser en fait toutes les tactiques d'autodéfense qu'avaient utilisées dans la lutte contre les pogroms pour en faire aussi des tactiques de défense offensive, mais avec une finalité plus de terrorisme et de terrorisation des populations civiles en Palestine. Et puis en fait, ces groupes d'autodéfense vont constituer des unités d'élite et qui donneront lieu en fait à la constitution, entre autres, de Tsahal. Mais en fait, Tsahal est caractérisé par une culture de l'autodéfense et de l'autodéfense nationaliste, offensive, sur l'idée, par exemple, qu'il faut désorienter l'ennemi, qu'il faut atteindre son centre, qu'il faut faire du corps à corps, qu'il faut l'immobiliser. Enfin, tout ça, c'est en fait une culture des combats, du close combat, qui donne, enfin, et le Krav Maga est très utilisé. Mais en fait, ça va se généraliser comme une idéologie nationale en fait sur l'État d'Israël, et pour justifier la colonisation et l'identité, enfin les pratiques profondément coloniales de l'État d'Israël. Donc c'est pas, enfin moi ça m'a beaucoup intéressé en fait l'histoire de Tsahal, parce que c'est aussi qu'est-ce que ça signifie une armée. Exactement, il y a toute une culture justement de la défense, de l'autodéfense. Il y a toute une mythologie de l'autodéfense qui concerne l'État d'Israël. Et voilà, bref. Donc tout ça pour vous dire que rien n'est pur en fait. Les pratiques d'autodéfense aussi ont des histoires et ça se retourne et c'est réapproprié. En fait, c'est même pas que c'est réapproprié, c'est que les généalogies avancent et que ça, c'est des rapports de force et que parfois, justement, les rapports de force se renversent et des pratiques, justement, ou des héritages sont complètement monopolisés et retraduits, resignifiés dans des cultures contradictoires ou différentes. Et il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir. Il y a pas moi, en bonne féministe pur jus, peu importe, féministe révolutionnaire en fait, il n'y a pas de distinction entre théorie et pratique. Enfin, je veux dire, il y a un truc quand même qu'il faudrait... Il n'y a pas de distinction entre pensée et ce que induit ma pensée ou ma réflexion, et la façon dont mon faire, mon action, mon engagement nourrit ma pensée. Et donc quand on dit par exemple, même y compris de faire des distinctions entre moi universitaire, là militant, ce sont des distinctions que je récuse d'un point de vue féministe. Et il faut bien savoir que par exemple au sein de l'université, on dit souvent les féministes sont militantes, c'est un savoir militant. Ou quand on fait des études postcoloniales, c'est un savoir militant. C'est un savoir militant quand on travaille sur le racisme ou le sexisme, parce que nous-mêmes, en fait, comme on vit le sexisme et le racisme, alors finalement c'est un savoir militant parce qu'on ne parle que de notre expérience vécue. C'est hyper dangereux ce truc-là, parce qu'en fait, dans une certaine mesure, ça veut dire qu'on est pris dans une injonction contradictoire. Soit, quand on est par exemple à l'université, on ne peut travailler que sur des sujets. On ne peut pas travailler, par exemple, sur Plotin. Personne qui sait Plotin, enfin, on s'en fout. C'est pas grave. Non, exactement, merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, travailler sur Plotin, c'est une forme aussi, ou travailler sur un sujet vraiment très, etc. C'est une forme d'assimilationnisme. Je veux dire, moi, j'ai pas eu envie de faire une thèse sur Plotin, concrètement. Enfin, voilà, que les choses soient claires. Mais comme j'ai fait une thèse sur la question de sexisme, racisme, etc.,
Du coup, je suis renvoyée dans une forme de dédoublement à, mais en fait, ah, mais non, elle fait pas de la philosophie, tu sais, c'est juste elle est féministe, elle a machin. Donc en fait, moi, dans l'université, je lutte tous les jours contre le sexisme et le racisme. Tous les jours, avec tout le monde en fait. Y compris avec des personnes, je veux dire, il y a des rapports de pouvoir, je veux dire, j'occupe un rapport de pouvoir, mais il y a y compris des personnes qui sont en situation sur le papier, moindre que moi. Mais parce que hommes blancs peuvent me parler comme ils le font, alors qu'ils n'oseraient jamais faire ça avec un professeur, etc., etc. Donc il ne faut pas oublier ça. Et l'idée, c'est qu'après, on va dans les groupes militants, on dit « ouais, mais les universitaires, etc. » Mais attendez, je veux dire, c'est ça aussi les alliances. Et c'est aussi une insulte que de penser qu'il n'y a pas de pensée dans les groupes militants. Et vous en témoignez, parce que vous êtes aussi souvent militante et étudiante, et en plus, et quand bien même il n'y aurait pas d'étudiantes, ça pense. Et donc, ce n'est pas la question de la réappropriation. Moi, je pense que c'est très important de poser la question qui parle. C'est vrai. Mais moi, pour moi, la question la plus importante, c'est avec qui je parle. Et donc, et y compris si j'ai envie de travailler moi sur des choses qui ne relèvent pas de mon expérience directe, je ne veux pas qu'on me dise « ah ouais, mais toi, comme tu ne vis pas ça, tu ne peux pas parler là-dessus ». Ça s'appelle de la police de la pensée, c'est-à-dire que c'est exactement... Vous savez, il y a cette magnifique, encore une fois, en ce moment, j'adore Audre Lorde, mais je n'arrêtais pas de penser à cette rencontre et j'avais Audre Lorde tout le temps dans la tête. Et Audre Lorde, elle dit, on connaît cette citation d'Audre Lorde, les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître. Et tout le monde, on fait pas, on pense que c'est, Audre Lorde dit, il ne faut pas utiliser la violence, par exemple. C'est archi faux. C'est absolument pas un appel au pacifisme. Elle dit pas, il ne faut pas utiliser la violence que nous-mêmes on subit, etc. C'est pas du tout ça. Ce texte, il intervient. Elle est invitée à un colloque en 1979 sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir à New York. Elle est invitée dans un panel sur le féminisme et race, classe, sexualité, âge. Et là, on met Audre Lorde et une autre féministe africaine-américaine. Et puis dans tous les autres panels, il n'y a que des blanches. Et là, ça parle théorie féministe, existentialisme, érotisme, machin. Donc en fait, et là, Audre Lorde fait un texte qui s'appelle voilà, on ne détruira pas la maison du maître, on ne démolira pas la maison du maître avec les outils du maître. Et elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on ne peut pas analyser le patriarcat racial avec les outils du patriarcat racial. Donc c'est ça le sens de cette question, de cette formule. Ça veut dire que ce qu'on a besoin, c'est à qui on parle, c'est pas tellement d'où, mais de nos positionnements politiques et à qui on s'adresse, avec qui je parle, etc., etc. Et donc c'est tout sur la question évidemment de la récupération des discours. Mais moi, à un moment donné, si des énoncés ou des réflexions que je porte, que j'élabore ou que je pense avec, en collectif, etc., sont réappropriés, ben, je veux dire, c'est problématique, mais en même temps, ça veut dire que ça fait bouger aussi les choses. Donc, je trouve que là-dessus, on devrait vraiment, pour moi, une des alliances fondamentales, et ça vaut vraiment pour le féminisme aujourd'hui, c'est cette question entre la pensée et la pratique. Et ça, c'est quand même un des fondements du féminisme, de dire, voilà, le théorique est pratique et la pratique est théorique. Et c'est aussi voilà, c'est ça la praxis, au sens marxiste du terme, quoi. Et je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer, Elsa, puisque c'est vrai, c'est la manière de penser aussi, et ça fait partie aussi de mécanismes de violence qui traversent les institutions universitaires, la manière de délégitimiser les sujets de recherche et aussi la chercheuse par rapport à justement ses engagements, et cette façon aussi de penser de manière trop dichotomique l'articulation des engagements qui peuvent être militants avec les objets. Moi, je me permets juste de dire, juste pour aller dans ton sens, c'est plutôt que de... Enfin, je veux dire, après, il y a des vrais cas de vol de parole, etc., et d'objectivation. Mais moi, c'est pas la question de dire, par exemple, les universitaires parlent pour nous, notre expérience, mais de l'action de dire, en fait, quid des universitaires blancs, privilégiés, bourgeois, pour qui nos expériences sont
c'est même pas qu'elles sont inintelligibles, c'est qu'elles n'existent pas, elles ne font pas partie du monde. Tout à fait. C'est, je veux dire, la cible, l'ennemi, entre guillemets, pardon, l'adversaire en tout cas, c'est là. Tout à fait. Et d'ailleurs, je dispense des cours dans un nouveau master qui est né, un master en études de genre à l'Université de Liège. Et c'est vraiment une question qui est centrale et sur laquelle je travaille avec les étudiants de master, puisque c'est des questions, bien sûr, épistémologiques essentielles, je trouve aussi, vraiment. Merci. Il y a des questions? Ah voilà, super. Il y en a deux. Oui, en fait, ma question, elle vient plutôt de mon expérience en France, dans des milieux que je vois extrêmement communautaristes blancs, et où en fait, avec une tradition politique qui se revendique plutôt de touche pas à mon pote, humaniste, de 68 et tout ça, de se persuader que le racisme c'est les autres, etc. En fait, je me pose la question en tant que... parce que j'entends complètement cette fatigue des alliés de la pédagogie, mais en tant qu'alliés en contact avec des milieux blancs et fermés, en fait, parce qu'il n'y a que des blancs dedans, de quelles ressources vous mettez en place, comment s'informer, en fait, de faire de la pédagogie, nous, dans des milieux blancs, en fait, peut-être est-ce que la place des alliés, justement, ça serait de... je sais pas, que un jour, une personne racisée n'ait pas à faire cette fatigue d'expliquer la vie une 50e fois, en fait. Donc, si moi, par exemple, dans un repas de famille, mon père ou ma mère sort une connerie, quoi, comment répondre à ça? Est-ce qu'il y a des... quels outils, en fait, pour se renseigner, pour savoir répondre en tant que personne dotée des blancs, quoi, et qui ont accès à des milieux peut-être qui sont hermétiques et privilégiés, et tout ça. C'est un peu brouillon, mais c'était ma question. On prend une deuxième question ou bien vous voulez déjà répondre? Oui. Ce n'est pas une question, c'est plutôt des remarques concernant l'alliance que vous avez dit. Dans votre première partie de vos arguments, tout ce que j'ai entendu, c'était très négatif. On ne peut pas, c'est terriblement difficile, il y a beaucoup de clivages à dépasser pour arriver à une alliance. Et deuxième partie, vous avez essayé de vous rattraper en disant que non, on a quand même fait des alliances momentanées, on a réussi à faire quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est qu'en Belgique, contrairement en France, on n'est pas assez visible sur l'espace public. Il n'y a pas plus que 2 jours qu'Adjanine et un groupe des femmes africaines qui ont pris la parole au sein du Festival de Cannes en disant que nous, on en a marre de se faire traiter comme des objets et en disant que « Oh non, tu n'es pas blanche, quel dommage, on ne peut pas te confier ce rôle. » Et moi, je trouvais ça formidable parce que ça a été directement diffusé dans les médias et ça capte l'attention. Moi, personnellement, j'ignorais qu'il y avait un racisme à tel point en France sur la présence des actrices africaines. Et ça, il faut le souligner. Moi, je pense que quelque part, je comprends parfaitement vos arguments, et quelque part, il faut transcender ces clivages. Il faut faire, même s'il faut, des alliances objectives. Même si on n'est pas d'accord sur plein de sujets, mais quand on attaque une dame d'origine africaine qui n'est pas n'importe qui, bon, on peut quand même s'allier, on peut prendre la parole, on peut se montrer visible dans l'espace public et montrer que, voilà, regardez ce qui se passe ici en Belgique. Moi, je pense qu'il y a aussi, quelque part, c'est une question de culture en Belgique qui fait que, non, chacun aimerait bien rester dans son coin, je me bats de mon côté, toi, tu restes dans ton coin, on n'a pas grand-chose à se partager. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ce n'est pas les catégories des opprimés qui me manquent en Belgique. Le problème, c'est faire des liens, faire en sorte qu'on puisse s'entendre sur un sujet précis et se montrer au pouvoir que voilà, nous existons et ne supportons pas ça. Et là, il faut, franchement, mettre un peu l'eau dans son vin et essayer d'avancer ensemble, quoi.
Et deuxième partie, attendez 2 secondes. Deuxième partie, c'était concernant votre vision politique. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur le néolibéralisme. Oui, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est le soubassement de tout ce qu'on vit. Et si j'ai bien compris votre message, et je partage entièrement, et que bon, il faut s'attaquer à la racine du problème, et vous l'avez bien souligné. Voilà, je voulais juste dire, bon, moi je fais partie de ce féminisme, enfin je suis issue historiquement du féminisme dominant, mainstream, et j'en fais encore partie structurellement par des attachements que j'ai. Depuis les années 2000 à peu près, enfin disons autour de 2004, j'ai été très fortement interloquée dans ce féminisme, essentiellement par l'interpellation des féministes musulmanes. Et depuis, bon, tout un travail de réflexion, de prise de conscience, etc., c'est mis en place, que j'essaye de transmettre un peu autour de moi dans mon mouvement sans avoir beaucoup de succès. Enfin bon, je continue. Et par contre, j'ai beaucoup de contacts depuis ces années-là avec des féministes musulmanes. Et en fait, on en est encore, je dirais, au stade où on se rencontre et on s'écoute. On n'a pas encore pu élaborer des stratégies communes jusqu'à présent. On n'en est pas à ce stade-là. Vraiment, je suis un peu désolée de le dire, mais je le constate et on ne peut pas forcer les choses. Maintenant, si tout d'un coup quelque chose se passait, une opportunité qui ferait que tout d'un coup on pourrait se mobiliser ensemble pour une cause, ça serait formidable. Mais c'est pas simple, je trouve. Voilà. Alors, je trouve que l'histoire de Mireille, c'est incroyable qu'on n'en ait pas plus parlé. Moi, je savais pas. Je veux dire, un truc comme ça serait arrivé à un mec, mais tous les journaux en parlaient, il y avait une manif, etc. Ici, on n'en parle pas, c'est pas normal. Là aussi, je crois qu'on doit faire un effort de visibilité, il me semble. Voilà. Moi, je réponds rapidement. Quand je disais, je comprends la question, Nadine, du temps de se rencontrer. Mais c'est ce que dit. Il y a l'urgence. Et alors évidemment, moi, plutôt du contexte français, mais il y a eu une loi qui est passée, un ensemble de lois qui sont passées, proposées par la ministre des Droits des Femmes, enfin la secrétaire d'État, sur la prévention des violences faites aux femmes, et dont l'article 2, donc sous couvert de prévention des violences faites aux femmes, mais l'article 2, en fait, dépénalise une partie, le viol, et crée un nouveau délit, du coup, d'atteinte à l'intégrité avec pénétration. S'il y a consentement, par exemple, dans le cas où il y aurait consentement entre un mineur et un majeur, une petite fille de 11 ans avec un homme de 36 ans, par exemple, comme il y a eu le procès en France, et qui n'a pas été qualifié de viol. Donc maintenant, c'est dans la loi. Il y a effectivement ce n'est plus un crime, c'est un petit délit comme ça. Bah voilà, j'ai pas fait exprès, désolé, etc. Ça devrait mettre toutes les féministes dans la rue. On devrait appeler à une grève générale. Donc il n'y a même pas de dire, on se rend compte, on part. Je veux dire, ça pose la question de, hey, là, c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup complètement transversal. Et qui porte, je veux dire, qui est féminisme et autres mouvements. C'est-à-dire là aussi, on a besoin justement des mouvements qui justement sont censés être nos alliés. Parce que les petites filles que ça concerne, je veux dire, c'est évidemment, ça transcende les classes sociales, mais on sait très bien aussi les familles qui pourront pas protéger, je veux dire, ou mener les actions en justice, etc. Donc, je veux dire, ça, c'est pas seulement une interpellation aux féministes, c'est tous les mouvements là. Et il n'y a pas de grève générale pour ça, il n'y a pas d'appel pour sortir. Donc, c'est pour ça que je dis à un moment donné, oui, très bien, parlez, parlons. C'est très bien, pendant ce temps-là, dormez tranquille, bonnes gens, quoi. Le pouvoir, il continue. Donc, c'est un peu ça, mon inquiétude. Et puis, juste, je suis désolée, du coup, c'est la rage de Lord, là, qui est en train de m'habiter. C'était super, les actrices. Moi, évidemment que je suis hyper solidaire. Voilà, c'est le manifeste des actrices noires, il est génial, etc. Au même moment, on était en train de bombarder Gaza. Il y avait 50 morts.
et il y avait quelque chose quand même. Il y avait les actrices qui étaient là, et vous voyez, il y avait une sorte de, quand même de. Et il y a une actrice d'origine iranienne, je crois, qui a levé un pancarte pour dire arrêtez, Gaza est en train de mourir, quoi. Et donc, enfin, je veux dire, c'était à la fois, si vous voulez, c'est une espèce de redoublement du tragique, c'est-à-dire évidemment la très grande légitimité du combat des actrices noires, enfin, mais qui vient, pour être visible, va au Festival de Cannes et pour avoir, etc. Mais en même temps, le Festival de Cannes se tient et tout le monde festoie alors qu'il y a des morts, quoi, et que effectivement sont traités de terroristes des enfants de 8 mois qui sont morts. Donc, je veux dire, il y a une dimension pour moi qui est absolument obscène. Oui. Voilà. Et dernière chose sur la question de... C'est hyper intéressant, moi, je pense, la question de... Effectivement, ça, c'est dans tout... En tout cas, dans tous les féminismes... Sur la question de la pédagogie, tous les féministes révolutionnaires sont contre la pédagogie, parce que c'est une perte de temps, c'est un épuisement de nous-mêmes, de nos esprits, de machin, on ne va pas expliquer pourquoi tu es dominant, etc. Donc il y a vraiment une position anti-pédagogique qui est fondamentale. Mais il y a des choses quand même qui sont hyper intéressantes, parce que quand on parlait tout à l'heure, moi j'ai toujours considéré que la question de l'intersectionnalité, c'est une approche méthodologique, et qu'au fond, l'urgence, c'est de travailler l'intersectionnalité, non pas sexe, race, classe, ça ne veut pas dire femme, noire, prolétaire, ça veut dire homme, blanc, bourgeois. Faisons de l'intersexualité sur les classes, enfin sur vraiment les positions dominantes. Et ça veut dire qu'y compris entre blancs, par exemple, ou ce que vous disiez, il y a aussi des rapports de pouvoir qui se traversent, etc. C'est pas simple non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des clivages à restaurer, des positions, etc. Et je pense que c'est hyper important de travailler toujours la question de l'intériorisation du racisme, mais aussi en tant qu'il est toujours et constamment traversé par et le sexisme et le rapport et les antagonismes de classe. Et ça, c'est des discussions, par exemple, qui sont, à mon sens, fondamentales. Et aussi peut-être la question de dire et que cette question-là, c'est des formes d'éthique de soi, d'éthique de soi, de que faire, depuis où je me situe et que puis-je faire, etc. Pour moi, c'est des formes d'éthique de soi. Et là encore, mais c'est par exemple quelqu'un comme Bell Hooks, Audre Lorde, etc. Ont toujours dit, Audre Lorde, elle a cette image qui est magnifique. Elle dit, quand elle s'adresse aux féministes blanches et noires, elle dit toujours revenez au plus profond de vous pour voir cette nuit terrifiante du féminin et du chaos, et qui est en fait l'idée de dire, en fait, la force de la révolution, c'est aussi l'incompréhensible, le sombre, le trouble, l'ambigu, le fait qu'on occupe du pouvoir et on l'exerce, etc., qu'on en est la cible et le relais. Enfin, il y a aussi cette dimension-là d'arracher en nous ce que l'on rejoue du système patriarcal racial. Moi, je voulais juste ajouter un élément par rapport à ce que Elsa vient de souligner et votre remarque, monsieur, liée à la question du festival de Cannes. Alors, j'ai pas vu la scène, j'en ai pas entendu parler. J'étais pas sur le continent européen ces derniers jours. Mais il faut savoir que quand on parle de justement qui est visible, qu'est-ce qu'on entend, il faut rentrer avec une grille analytique des postures et des positions de domination et de voir qui a la capacité de pouvoir mobiliser et créer de la visibilité. Quand on prend juste le cas du Festival de Cannes, il faut savoir que quand même on est dans une institution qui est extrêmement raciste, qui est sexiste et qui fait partie d'un système impérialiste et dominant. Alors, bien sûr, d'après ce qu'Elsa a dit, parce que je n'ai pas pris connaissance du contenu, donc j'ai des difficultés à pouvoir me positionner. Je me baserai sur ce qu'elle a dit pour dire que sûrement les fondements étaient importants, ce qui était décrié était essentiel, et on sait que les femmes vivent un racisme et un sexisme, les femmes noires, qui est incroyable dans le secteur visuel, dans le secteur du cinéma, de la mode, de la télé, etc. Mais ici, on est quand même dans une institution qui pose problème de par son histoire, par la composition des personnes qui en font partie, de par l'édiction des critères, etc. Donc,
ça pose question, puisque finalement, et quand on est activiste, quand on est militante, finalement, c'est se dire que c'est pas... On cherche pas l'approbation de ces organisations au final, parce qu'elles sont elles-mêmes révélatrices du système de domination, elles en font partie, elles l'alimentent. Donc, en tant qu'afroféministe radicale, c'est comme si c'était une action dans le vent, parce que c'est militer, se mobiliser, certes, dans un événement qui est extrêmement visible, mais un événement qui s'inscrit dans quelle dynamique, qui vient décrire quel système. Donc, c'est un petit peu ça quand on est féministe. Donc afroféministe radicale, ça pose plein de questions qui, effectivement, peut-être peuvent pas être saisies comme ça par toutes et par tous, mais pour nous, il y a vraiment je dirais, une imbrication de plein de tensions et de dynamiques, et le festival en lui-même vient cristalliser tellement de tensions que ça pose question, un petit peu comme Elsa l'a souligné, avec la question du capital visibilité, qui est visible dans les médias, qui on laisse parler quand il y a un problème majeur d'une personne qui s'est fait agresser, qui subit des agressions importantes, comment est-ce que ça se fait qu'on n'en parle pas? Donc, c'est tout ce système qu'il faut questionner, et en tant qu'activistes et militants, ça nous pousse aussi à créer nos propres réseaux de diffusion et de mobilisation. Merci, Ivoire. Non, mais je pense que là où on était, il ne s'agissait pas du tout d'accuser les actrices noires qui se sont mobilisées de ne pas avoir parlé de Gaza. C'est absolument pas le sens de la chose. C'était une action importante, une action de visibilité fondamentale. C'est une mobilisation. Mais, je veux dire, par exemple, il y a des mouvements de femmes qui se sont mobilisées, des travailleurs de sous-traitants à la SNCF en grève pendant des mois, qui sont à 98% femmes, c'est-à-dire qui viennent nettoyer les trains. Et qui se sont mobilisées, quelle est la visibilité ? Donc il faut aussi quand même à un moment donné poser les choses, c'est-à-dire qui on a envie de montrer et quelle mobilisation on a envie de soutenir, dans des formes aussi de dire bon ben voilà, on a fait notre action femmes racisées, femmes noires. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas se laisser non plus berner par ça, c'est tellement évident. Donc la question, moi, personnellement, ma position, peut-être c'est différent, je suis très critique par rapport à toute la question de la visibilité. Je pense que le problème n'est pas la question de la visibilité. Le problème n'est pas là parce que c'est pas en termes de quotas, c'est pas en termes, je veux dire, on l'a vu sur le précédent, justement, avec toute la question alors quelles femmes on met, combien de femmes on met, à partir de combien de femmes c'est égalitaire. Alors 30%, ça y est, on a l'égalité, vous voyez. Enfin, on arrive à donc c'est problématique. C'est des logiques qui sont très problématiques, à mon sens. En tout cas, elles sont aporétiques, c'est-à-dire qu'en plus, pour porter quel discours, quelle revendication, quelle histoire, etc. Mais après, ça ne veut pas dire que ça peut être une stratégie politique. Je dis juste que, en ce qui me concerne, je suis sur une façon de politiser la question qui passe par d'autres stratégies. Il faut dépasser les postures esthétiques finalement, mais voilà, on est avec des féministes radicales, féministes révolutionnaires ici, donc on brasse ce bouillonnement, on n'a pas toutes les réponses. Voilà, il est 19h, il y a le Cinéma Nova qui vous attend. C'était juste, ça marche. Une petite réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. C'est à force, par exemple, je parle personnellement, de me questionner sur qu'est-ce qui passe à la télé, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai un prof qui nous a dit ça en cours, que j'ai trouvé très intéressant, c'est lorsque vous voyez une manifestation à la télé, avec des gros plans sur 5 chaînes différentes, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? Qu'est-ce qu'ils ne montrent pas à ce moment-là même? Donc, en fait, à se demander, OK, on voit ça partout, c'est bien, comme vous dites, ça peut être une stratégie, mais ça revient à se questionner pourquoi il y a des choses derrière, comme par exemple ce qui s'est passé à Gaza, où moi, personnellement, il m'a fallu chercher pour trouver ce qui se passait. Mais ce qui se passe à Cannes, ça a été partout. On l'a vu partout. Je l'ai vu sur, que ce soit Facebook, Instagram, ce que vous voulez. Mais pour trouver qu'est-ce qui s'est passé à Gaza, c'est quoi l'histoire derrière, du coup, là, j'ai dû chercher, j'ai dû questionner avec des amis qui s'intéressent à cette question aussi pour savoir.
Donc ça revient en fait à se dire visibilité oui, mais souvent on choisit qu'est-ce qui est visible. Donc en fait c'est à nous de se poser la question qu'est-ce qui ne l'est pas et d'aller chercher en fait. C'est mon opinion. À qui profite le crime? Tu disais L'Oréal pour le financer. 19h, cher public, c'est la fin de cette première escale. Rendez-vous au Cinéma Nova à 19h30 avec Charlene Taylor Stone, Black Woman in Afrofuturisme. Ariane de Tulitu est là derrière avec des superbes ouvrages. Merci de votre amplitude d'esprit. Merci à Nadine Sanchez, Ivoire de Rosen et Elsa Dorlin. Et à tout bientôt. Elsa Dorlin sera encore à Bruxelles le 13 juin. Une rencontre animée par Le Monde selon les femmes, la SCAM et la SADE. Voilà. Belle soirée à vous. Merci.